Dans 14 dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football, on y est presque. Et comme chaque jeudi, je vous raconte un moment qui a marqué l'histoire du mondial. On retourne en Afrique du Sud en 2010, là où il aura fallu seulement quelques minutes pour que Nice-Na devienne bien plus qu'un simple lieu. 16 ans plus tard, le nom résonne encore comme une cicatrice dans l'histoire du sport français. Pour comprendre cette journée irréelle, il faut remonter plusieurs semaines en arrière, avant les insultes, avant les unes de journaux, avant les joueurs enfermés dans un car. L'équipe de France arrive en Afrique du Sud dans un climat déjà empoisonné. 2 ans plus tôt, à l'Euro 2008, les Bleus ont sombré, élimination au premier tour, jeu inexistant, tension interne. Pourtant, Raymond Domenech est resté, soutenu par la fédération. La campagne de qualification est poussive et les Bleus doivent passer par la case barrage. Si à l'aller, la France domine l'Irlande, le retour est beaucoup plus controversé. Un match nul acquis en prolongation, mais l'égalisation qui envoie les Bleus en Afrique du Sud est obtenue grâce à la main de Thierry Henry. Le geste fait le tour du monde. Sportivement, la France est qualifiée. Moralement, quelque chose se fissure. Les Bleus arrivent au mondial avec l'étiquette d'une équipe illégitime. Le groupe vit mal. Certains joueurs reprochent au sélectionneur son manque de clarté. En vrai, il a perdu le vestiaire. Le premier match contre l'Uruguay se termine par un 0-0 terne. Aucun souffle offensif, aucun enthousiasme. Après la rencontre, les joueurs passent en zone mixte avec des visages fermés et ne lâchent aucun commentaire. En conférence de presse, la hache de guerre n'est pas prête d'être enterrée entre Domenech et les journalistes. En interne, les joueurs essayent de changer le système voulu par le sélectionneur, mais ce dernier reste inflexible et s'enferme dans un style de jeu médiocre. Le 17 juin 2010, à Polokwane, la France est menée 2-0 contre le Mexique après un premier acte indigne d'une Coupe du Monde de football. À la mi-temps, dans le vestiaire, Raymond Domenech est d'abord silencieux. Puis il s'acharne sur Nicolas Anelka, lui reprochant notamment son manque d'implication tactique. L'attaquant préfère dézonner pour aller chercher les ballons comme il le fait dans son club à Chelsea, mais le staff des Bleus insiste pour qu'il reste en pointe. Anelka réplique violemment, l'échange dégénère, Domenech décide de le remplacer dès la reprise. Quelques heures plus tard, après le match, l'information fuite dans la presse. Le lendemain, l'équipe titre « Va te faire enculer, sale fils de pute ». Les versions divergeront sur les mots exacts prononcés, mais les insultes ne sont certainement pas l'élément le plus important de cette histoire. Si ces tensions propres à un vestiaire auraient un peu plus écorné l'image des Bleus, la comédie pathétique qui va se jouer dans les jours suivants va profondément marquer l'histoire du football français. Dans le groupe, les joueurs se sentent trahis, pas forcément parce qu'Anelka a insulté Domenech. Beaucoup savent déjà que la relation entre les deux hommes est rompue depuis longtemps. Ce qui choque le vestiaire, c'est la fuite. Les Bleus sont persuadés qu'une taupe transmet des informations internes aux journalistes. La paranoïa s'installe. La fédération décide d'exclure Nicolas Anelka du groupe, officiellement pour préserver l'autorité du sélectionneur et l'image de l'équipe de France. Mais cette décision agit comme une détonation. Evra, capitaine contesté mais encore influent dans le vestiaire, estime que le groupe doit réagir collectivement. Pour préparer le dernier match de la poule contre l'Afrique du Sud, et surtout la dernière chance pour les Bleus de se qualifier pour la suite du mondial, ils effectuent un entraînement ouvert au public à Nice-Na ce dimanche 20 juin. Des centaines de spectateurs sont présents derrière les barrières pour apercevoir les joueurs français. Ceux-ci descendent pour signer des autographes et prendre des photos avec les fans, puis ils remontent dans le bus. Les joueurs ont décidé de faire grève. L'idée s'est construite dans la nuit. Une lettre a été rédigée pour dénoncer l'exclusion d'Anelka et défendre le groupe. Les joueurs veulent marquer leur solidarité. Evra annonce la nouvelle à Domenech. À quelques mètres, le préparateur physique Robert Duverne explose de colère. Les images feront le tour du monde. Duverne retire son chronomètre rouge et le jette au sol devant le sélectionneur. Domenech confisque les clés du chauffeur. Les joueurs restent enfermés dans le bus pendant de longues minutes. Aucun n'ose lire la fameuse lettre qu'ils ont rédigée. C'est finalement Domenech qui s'y colle pour mettre fin au calvaire. Il lit publiquement le communiqué rédigé par les joueurs. L'image est irréelle. Le sélectionneur de l'équipe de France lisant devant les médias un texte qui condamne implicitement sa propre gestion et celle de son employeur, la fédération. Le football français vient de perdre le contrôle de lui-même, une rupture avec le pays. En France, la scène provoque une sidération immédiate. Les chaînes d'information tournent en boucle. Les éditorialistes parlent de honte nationale. Les anciens internationaux dénoncent une génération déconnectée. Les responsables politiques eux-mêmes commentent l'affaire. Jamais une équipe de France n'avait suscité une telle colère populaire. Car la grève de Nice-Na dépasse largement le cadre sportif. Elle arrive dans un contexte social déjà tendu. Le pays traverse une crise économique profonde. Le fossé entre les footballeurs millionnaires et le public paraît immense. Pour beaucoup de Français, les joueurs incarnent soudain tous les excès, arrogance, individualisme, absence de respect. La ministre Roselyne Bachelot parle d'une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. À partir du moment où le monde politique s'empare de l'affaire, Nice-Na prend une tournure nauséabonde où cette grève de nantis est vite rattachée au débat sur l'intégration, l'immigration et la jeunesse décadente.
12 ans après, il ne reste plus rien de la France black-blanc-beurre, il n'y a guère plus de personnalités qui osent défendre la diversité, les sponsors s'inquiètent, les dirigeants paniquent, les politiques interviennent. 2 jours après la grève, la France affronte l'Afrique du Sud à Bloemfontein, les Bleus perdent 2-1 et quittent la Coupe du Monde dès le premier tour. Dernier du groupe, un seul but marqué, le vice-champion du monde 2006 s'effondre dans le ridicule absolu. Et très vite, la grande question devient qui est le responsable ? Raymond Domenech apparaît dépassé depuis longtemps. Sa communication brouillonne, ses choix tactiques incohérents et sa relation distante avec certains cadres ont progressivement détruit son autorité. Mais les joueurs portent aussi une immense part de responsabilité. La grève reste un acte inédit dans l'histoire du football français. Beaucoup reconnaîtront plus tard qu'ils n'ont pas mesuré l'impact symbolique de leurs gestes. Dans le langage courant français, Naïsna désigne une mutinerie absurde, un moment où plus personne ne contrôle rien. Peu d'événements sportifs ont laissé une telle empreinte culturelle parce que Naïsna raconte quelque chose de plus vaste que le football. Elle parle du rapport entre des sportifs ultra médiatisés et un pays qui projette en eux ses propres frustrations. C'est l'histoire de jeunes privilégiés déconnectés des souffrances de la vie quotidienne qui osent se mettre en grève comme pourraient le faire des smicards à l'usine. Naïsna, c'est le souvenir douloureux d'un matin où une équipe nationale a choisi de rester enfermée dans un bus. Un matin où le football français a cessé de jouer pour régler ses comptes. Un matin où les Bleus ont perdu beaucoup plus qu'un match. Ils ont perdu la confiance du pays. Naïsna est devenu un traumatisme et l'histoire d'un bus immobile qui, pendant quelques heures, a semblé arrêter tout le football français.